Voyons maintenant les applications en termes d'analyse des minéralisations d'intérêt économique. L'analyse des données sur les minéralisations de corindon d'origine métamorphique permet de conclure que, d'une part, il est identifié pour tous les gisements connus que la minéralisation se localise au sein des boudins métriques hyperalumineux. Ceci serait le résultat d'une désilicification par métasomatisme. D'autre part, on remarque que les minéralisations sont localisées au sein des anisotropies kilométriques, qui favorisent les circulations des fluides. Ainsi, ces anisotropies sont soit au niveau des zones de cisaillement majeurs, comme le cas de la zone de cisaillement de Zazafout, ou des zones de cisaillement mineurs, comme le cas de la zone de cisaillement de Lamboine, soit au niveau d'une charnière de plis, exemple des mines en étoile rouge sur les figures, ou parfois sur la zone de contact entre l'ensemble des granites et sénites pratoïdes et gneiss migmatétique, amphiboles et l'ensemble d'orthogneiss migmatétique peu alumineux, exemple de la mine en étoile en jaune. En ce qui concerne la minéralisation d'or, voici ce qu'on peut en déduire. Notre étude s'est concentrée sur la région est de Yus. J'ai représenté ici en étoile bleue les points d'indice d'or et en étoile jaune la localisation des fentes de quartz. La figure de gauche représente la carte géologique, résultat de cette thèse, avec en plus en violet l'ensemble des granites archéens. La figure de droite représente sur la même région la grille de relief. Dans cette région, la minéralisation en or est principalement contrôlée par les réseaux hydrographiques de direction nord-sud et nord-115. Ceci au sein des fractures ou des dikes ou des fentes de quartz. Cependant, mon analyse permet d'identifier deux sources possibles de ces minéralisations. Soit elles sont diffuses au sein des ensembles syénitiques et granitiques, et donc remobilisées a posteriori, comme le cas des minéralisations localisées dans le triangle rouge sur la figure de gauche, soit elles résultent de la remobilisation de l'or au sein des zones de cisaillement. En effet, pour ce dernier cas, le croisement des cartes des bassins versants avec l'ensemble des données disponibles, indice minier, position des syénites et granites, carte des zones de cisaillement, permet d'identifier et de préciser que les seules sources possibles des minéralisations localisées par les rectangles en rouge dans la figure de droite sont au niveau des zones de cisaillement de Hangave et de Boulouge. Enfin, en ce qui concerne les possibilités d'existence de kimberlite au sud de Madagascar, le sujet que beaucoup attendent, voici le résultat de mes recherches. Différentes études et prospections ont déjà été initiées avant celle-ci. Entre autres, sur le web, les sociétés Majescor Ressources et Diamond Field International ont publié la découverte de 4 indices de kimberlite, Ansakabar, Midungiatsim, Ankarimbel et Urumbe, et même du diamant dans les deux régions surcitées. Aussi, dans le cadre du projet de gouvernance des ressources minérales, financé par la Banque mondiale, des chercheurs ont également exploré des pistes. Alors, comment définit-on simplement un pipe kimberlitique? Tout d'abord, un pipe kimberlitique se définit par un ensemble de brèches volcaniques d'enclaves de péridotite. En surface, le pipe se manifeste en structure annulaire, de diamètre métrique à kilométrique. Il peut être un diatrème isolé ou associé en champ, qu'on appelle ainsi champ de pipe ou champ de diatrème. Il peut y avoir de possibles associations avec des dikes. Et leur cartographie se fait principalement avec des images géophysiques, telles les images gravimétriques et ou les images aéromagnétiques. Sur ces images, on les identifie en anomalies ponctuelles qu'on appelle des bull ice. La figure ci-contre est la coupe synthétique d'un pipe. Les différentes parties sont décrites dans la thèse. L'observation des kimberlites en Afrique permet d'identifier que les kimberlites sont toujours associés à des alignements. Soit ce sont des zones d'association de pipes ou de dikes, marquées ici par les lignes bleues, ou des zones d'alignement de fractures marquées par les lignes rouges. Dans le cadre de cette thèse, j'ai établi une nouvelle carte de reconstitution paléogéographique du Gondwana en post 180 millions d'années, représentée par la figure ci-contre.
Puis, j'ai essayé de prolonger sur Madagascar les champs de pipe et fractures identifiés en Mozambique. On observe par exemple que la prolongation des alignements des zones 5 et 4 de Mozambique coïncide avec les régions initialement proposées comme kimberlitique à Madagascar. J'ai alors établi la carte des profondeurs magnétiques du sud de Madagascar avec le logiciel Oasis Montage, que j'ai représenté ici sur les deux figures de gauche. En haut, la carte source, c'est-à-dire le résultat, la carte des profondeurs magnétiques, et en bas, la carte interprétative. Cette technique me permet d'identifier tous les bullseyes possibles dans la région. Le croisement de ces données avec l'analyse des géomorphologies annulaires identifiées par image satellite, et qu'on peut même préciser avec les données de Google Earth, plus l'analyse des relations Dyke et faille, me permettent de proposer 4 zones potentielles pour du kimberlite dans le sud de Madagascar. Les zones que j'ai appelées ici A, B, C, D, localisées par des cadres noirs. Dans cette présentation, l'exemple que je vous présente est la région A, sur le plateau de Urundé, où, sur les données aéromagnétiques, on identifie un bullseye. La carte topographique 100 millième montre la morphologie d'un caldeira, dont la localisation coïncide sur le bullseye. C'est également visible sur les images satellites comme sur Google Earth. Et que sur le terrain, des ensembles de petits lacs sont également identifiés. Ainsi, en conclusion générale, voici ce que je peux dire. Ainsi, dans le cadre de cette thèse, j'ai mis en place une base de données géologiques sous SIG qui permet l'édition des cartes géologiques et qui permet également de hiérarchiser et d'individualiser l'information. J'ai élaboré de nouvelles représentations cartographiques originales qui consistent à l'analyse statistique des levés structuraux, les foliations et les pendages. Puis j'ai élaboré également de nouveaux protocoles de restitution graphique sous SIG, comme le cas d'exemple des minéraux par Lexa et al. En 2005. J'ai identifié de nouveaux marqueurs spécifiques à Madagascar par les anomalies de thorium et les anomalies de magnétite. J'ai cartographié des réseaux de fractures de Dyke et de Neck. J'ai identifié l'importance des zones de cisaillement kilométriques nord-sud qui contrôlent le développement des fractures des Dyke et des Neck à l'échelle du Gondwana. Aussi, dans la partie profonde d'un domaine en convergence, il n'y a pas d'ensemble lithologique contrasté dont les limites coïncident avec des limites tectoniques majeures. Ce qu'on a, c'est un mélange tectonique avec un épaississement homogène. Le métamorphisme de faciès granulitique est généralisé pour tout le sud de Madagascar et on observe une importance des liquides silicatés qui tamponnent la température. La migration des magmas dans les zones de cisaillement est compatible avec l'advection de chaleur localisée, qui peut créer un front de métamorphisme, c'est-à-dire qui homogénise les températures et les âges du métamorphisme sur de très vastes surfaces. Enfin, au premier ordre, le contrôle des minéralisations d'intérêt économique est lié à la présence d'anisotropie kilométrique qui va favoriser les circulations fluides de haut grade métamorphiques, fluides ou magma, la fracturation et la mise en place des magmas potentiellement kimberliques. Et en perspective, il serait intéressant de créer un log de signal, des images aster qui sont disponibles actuellement à Madagascar, des données géophysiques également disponibles à Madagascar. Il serait également intéressant d'effectuer la datation des dikes, de préciser les fracturations, la datation des migmatites, effectuer des forages au niveau des zones de kimberlite, apporter des précisions sur les indices miniers, et également serait intéressant de mettre en place un géoportail
qui serait disponible pour tous les ensembles de chercheurs et universitaires, national et international. Je vous remercie.